Bonjour et bienvenue à toutes et tous. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un sujet d'actualité qui s'inscrit dans un contexte géopolitique sous tension et un monde où les cybermenaces sont omniprésentes. L'indépendance stratégique des entreprises européennes en cybersécurité. Quels sont les défis et les opportunités pour elles? Comment réagir face aux menaces et comment répondre aux enjeux de réglementation? Et enfin, quelles sont les bonnes décisions à prendre et les actions essentielles à mener? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevrons dans cette émission 3 invités. Pierre-Yves Hensen, qui est CEO de StormShield, qui évoquera avec nous la notion d'indépendance stratégique et la notion de souveraineté numérique pour les entreprises européennes. Marine Goninet, qui est New Offering and EU Strategy Coordinator, qui nous aidera à comprendre le cadre réglementaire fourni par l'Union européenne. Et enfin, Sébastien Viou, directeur cybersécurité et product management, qui lui nous fournira des pistes de réflexion pour la mise en place de solutions pour les entreprises afin de répondre à leurs problématiques de sécurité. À la fin de cette émission, nous clôturerons le sujet en vous donnant la parole et la possibilité de réagir via le chat qui vous permettra d'échanger avec nous directement. N'hésitez pas à nous poser des questions, nous serons ravis d'y répondre. Mais avant de laisser donc la parole à Pierre-Yves, nous allons effectivement aborder des concepts parfois un peu complexes. Donc moi, je suis là pour vous aider en amont et donc pour définir quelques mots-clés qui vont être du coup repris tout au long de cette émission. Je vous donnerai ensuite quelques chiffres sur la cybersécurité en Europe. Tout d'abord, le mot souveraineté. Qu'entendons-nous par le mot souveraineté? Nous utilisons dans notre émission non pas donc le sens politique ou juridique, mais bien le sens géopolitique ou géoéconomique. Celui-ci se définit donc par une souveraineté qui est positionnée sur un État. Donc, c'est-à-dire que l'État dispose de ses propres ressources, ce qui le rend effectivement indépendant. Dans cette émission, nous parlerons de la souveraineté à l'échelle des entreprises. Nous évoquerons également la notion d'indépendance et d'autonomie stratégique au sein bien de l'Union européenne, qui se dote d'une stratégie en cybersécurité afin de protéger ses intérêts et assurer toute son intégrité numérique dans un contexte sous tension. Quand on parle de stratégie en cybersécurité, il ne s'agit pas seulement de se prévenir contre des cyberattaques visant la sécurité de l'État, mais aussi de se protéger et donc de protéger tous les aspects de nos sociétés connectées, allant donc des hôpitaux, du transport aérien, du processus démocratique ou encore de l'approvisionnement énergétique. Afin de vous donner un peu de contexte, voici quelques chiffres clés sur la cybersécurité. Par exemple, une information qui nous vient du CESIN, qui est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, qui nous dit, en janvier 2025, que près de la moitié des entreprises européennes, soit 47%, ont subi une cyberattaque réussie en 2024. Ou encore, une information qui nous vient de Statista, qui nous dit qu'en 2024, la cybercriminalité a représenté un coût estimé à plus de 100 milliards d'euros pour les entreprises françaises. Enfin, un chiffre plus international cette fois, celui-ci nous vient du Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, qui nous montre que la majeure partie de la cybercriminalité est produite dans seulement 6 pays. Tout type de menaces confondues, la Russie arrive en tête, suivie par l'Ukraine, la Chine, les États-Unis, le Nigeria et la Roumanie. À noter que ce classement montre aussi la spécialisation de certains pays dans des typologies d'attaques. Par exemple, le Nigeria se classe lui premier au rang de la cyberextrophie en ligne. La Corée du Nord arrive juste derrière la Russie et l'Ukraine pour les attaques et les extorsions. Et enfin, les encaissements frauduleux et le blanchiment sont la première catégorie au Royaume-Uni. Voilà, vous avez maintenant des définitions, des chiffres et un contexte en tête. Il est donc temps d'échanger avec Pierre-Yves qui va nous emmener plus loin en nous parlant de la notion d'indépendance stratégique et la notion de souveraineté numérique pour les entreprises européennes. Allons-y. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Hélène. Donc comme je le précisais au début de cette émission, tu es depuis quelques années donc le CEO d'un acteur important de la cybersécurité. Tu as vu donc le sujet de la souveraineté prendre de plus en plus d'importance dans le monde de la cyber. Et disons aujourd'hui plus encore, compte tenu des menaces auxquelles font face les entreprises. Et alors selon toi, quels sont les enjeux de la souveraineté dans la cybersécurité ?
Alors, avant d'aborder le sujet de la souveraineté dans la cybersécurité, je pense qu'il est important de parler de la souveraineté dans le monde numérique, de manière générale, qui est un monde de plus en plus connecté, avec un accroissement des usages numériques, que ce soit dans les sphères professionnelles ou dans les sphères privées, notamment par exemple avec l'avènement du cloud depuis de nombreuses années, le développement actuel de l'intelligence artificielle, et puis demain par exemple l'utilisation de l'informatique quantique. Alors évidemment, ce qui est important sur ce sujet de souveraineté, c'est avoir la maîtrise de ces données, la maîtrise de ces infrastructures, de sorte à pouvoir être, je dirais, maître de ses décisions, pouvoir en disposer librement. Et c'est ainsi qu'on construit cette souveraineté. Et justement, ce qui secoue le monde numérique depuis de nombreuses années, c'est la prolifération des attaques informatiques sous toute forme, que ce soit des attaques étatiques, criminelles, financières, à but d'intelligence économique. Et c'est là où on voit que la cybersécurité doit être pleinement intégrée dans cette notion de souveraineté du numérique, puisqu'elle permet justement de garder la main sur ces ressources numériques, de protéger les données, de protéger les infrastructures, de sorte à ce qu'elles ne soient pas accessibles par des tiers, et ainsi pouvoir construire et préserver son indépendance stratégique, je dirais. Donc, nous sommes maintenant effectivement, grâce à toi, au clair sur les enjeux de la souveraineté dans la cybersécurité. Mais alors du coup, moi, il y a une autre question qui me vient, celle de l'indépendance stratégique des entreprises européennes. Qu'est-ce que cela signifie selon toi et qui est concerné finalement ? Alors, concernant l'indépendance stratégique, que ce soit une entreprise européenne ou non européenne, on peut un peu l'assimiler à ce qu'est la souveraineté pour un État. C'est-à-dire disposer de ses propres moyens, compétences, qu'elles soient humaines, qu'elles soient économiques, qu'elles soient opérationnelles, pour pouvoir opérer ses choix en toute autonomie, sans l'intervention d'un tiers ou sans la décision d'un tiers. Le tiers pouvant être une autorité extérieure. Et donc, en termes de stratégie d'entreprise, c'est avoir la capacité d'exécuter sa stratégie, la stratégie que l'on a décidée sur son marché et surtout dans son cadre réglementaire. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, là sur le côté entreprise et donc international, européen, effectivement on entend que là c'est plus global, mais du coup moi je te pose la question plus sur le côté européen. Quels sont les enjeux pour les entreprises européennes finalement ? Alors, ce qui est important pour les entreprises européennes aujourd'hui, c'est de tenir compte du contexte géopolitique, notamment actuel, qui est quand même assez chahuté, avec notamment, on le voit, la fragmentation des blocs, les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Russie, parce que ces tensions géopolitiques, elles ont une incidence sur le numérique, donc sur la cybersécurité, parce que l'intensification des tensions entre ces blocs a potentiellement un impact sur la cyberactivité. Au travers notamment d'attaques. Et il est important donc pour les entreprises européennes de tenir compte de cette tension-là, notamment en termes de choix d'outils. Donc évidemment pour pouvoir garder la main sur les infrastructures, sur les données, mais aussi parfois pouvoir se préserver de l'impact des réglementations extraterritoriales, mais aussi parfois tout simplement, et on l'a vu récemment également, garder l'accès à ces ressources qui peuvent être coupées à tout moment, et la Cour pénale internationale l'a vécu tout récemment. Intéressant. Intéressant. Et donc du coup, allons un petit peu plus loin. D'après toi, quels sont les grands leviers d'une souveraineté numérique européenne ? Alors, les grands leviers, c'est un vaste sujet. Il y en a beaucoup et évidemment, comme c'est vaste, ça implique aussi un alignement parfait entre tous les contributeurs à cette souveraineté, que ce soit des contributeurs privés, que ce soit des contributeurs publics, mais une grande ligne est surtout de réduire sa dépendance à l'utilisation d'outils numériques, d'infrastructures numériques, mais également d'outils de cybersécurité non européens, c'est-à-dire évidemment principalement
européens qui aujourd'hui dominent le marché, de sorte à pouvoir être plus maître, évidemment, de ce que l'on veut faire en matière de sécurité, en matière de numérique, et donc être maître de ces données et ces infrastructures. Alors évidemment, ça a plein de vertus. Il y a une vertu qui est de contribuer beaucoup plus au développement de l'industrie de la tech, l'industrie du numérique, l'industrie de la cybersécurité en Europe, en France évidemment, mais plus largement en Europe. Ça veut dire aussi que ça profite aux emplois associés, plutôt que financer l'industrie américaine au travers de nos achats. Lorsqu'on achète un produit américain, on finance l'industrie numérique américaine. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose ensuite, c'est évidemment, comme je le disais, réduire sa dépendance aux technologies américaines, c'est-à-dire aussi réduire son exposition aux lois extraterritoriales, notamment le Cloud Act aux États-Unis, qui permet donc aux autorités américaines d'accéder à des données de tout type, privées, publiques, à l'insu du propriétaire de ces données, quand bien même elles ne sont pas stockées sur le territoire américain. Et puis le dernier point, c'est évidemment, et ça rejoint le premier sur le numérique, c'est contribuer au développement de l'industrie de cybersécurité en France et en Europe encore plus largement, qui est un écosystème très vaste, mais dont les acteurs souffrent d'un manque de moyens, justement pour rivaliser par rapport aux acteurs non européens. Et évidemment, c'est important lorsqu'il s'agit de protéger des infrastructures critiques, des infrastructures sensibles, opérationnelles, gouvernementales, étatiques, à l'aide de produits dits de confiance. Et ça veut dire quoi, un produit de confiance? Ça va être un produit non seulement certifié par des agences de cybersécurité, mais également des produits qualifiés par les agences de cybersécurité européennes. Ça veut dire dont le code source a subi un audit interne, indépendant, pour s'assurer que le code source ne comporte pas de vulnérabilité critique, qu'elle soit involontaire ou volontaire. Alors pour revenir sur ce point, une vulnérabilité involontaire, c'est un défaut de code, c'est un défaut de programmation. Par contre, lorsqu'on parle de vulnérabilité volontaire, évidemment dans ce cas-là, on parle de backdoor, c'est-à-dire de portes dérobées qui vont permettre à un tiers, un État, pour des raisons d'intelligence économique ou autres, va lui permettre des accès non autorisés, évidemment, sur les données, sur les infrastructures. Et c'est là où on perd sa souveraineté. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment important, mais ça nécessite un élan collectif. Ça ne peut pas être que quelques parties dans l'écosystème qui souhaitent le faire. Il faut vraiment un élan collectif. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que les pouvoirs politiques réagissent beaucoup en la matière, et nous, on le vit dans notre activité avec nos clients. Mais voilà, il y a encore beaucoup à faire pour arriver. En tout cas, l'ambition, elle est là. Il manque encore un petit peu l'action. C'est très clair, c'est très clair. Et donc, pour conclure, un dernier point. On vient d'aborder donc la sécurité européenne. On sait qu'Airbus est au cœur des préoccupations européennes de cybersécurité. Storm Shield, qui est filiale du groupe Airbus, est absolument fier de faire partie de ce champion de la cyberdéfense. Quels sont les gages portés par Storm Shield pour protéger les entreprises? Alors, c'est complètement représenté par ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que l'ADN de Storm Shield, c'est la confiance. Et depuis 25 ans, on délivre à nos clients, qu'ils soient clients privés, clients publics, entreprises de toute taille, de la défense, de l'industrie, des solutions donc certifiées et qualifiées, comme je l'expliquais précédemment, pour permettre justement à nos clients de pouvoir construire leur autonomie numérique, pour pas dire leur souveraineté numérique, mais en tout cas, voilà, c'est notre positionnement stratégique, et c'est pas un effet d'aubaine pour rebondir sur l'évolution de ce que l'on constate aujourd'hui, c'est dans l'ADN de Storm Shield depuis toujours. D'accord, ouais, absolument. Donc Storm Shield est bien en ligne effectivement avec cette autonomie stratégique et cette idée de souveraineté. Donc merci beaucoup Pierre-Yves pour ta participation et cet éclairage très intéressant. On comprend donc bien mieux maintenant les enjeux de la souveraineté et toutes ces préoccupations des entreprises européennes donc, face aux menaces. Merci beaucoup. Merci Hélène. Rejoignons maintenant Marine qui va éclairer le sujet du cadre réglementaire qui existe en Europe et qui a pour but de renforcer la sécurité des entreprises. Bonjour Marine. Bonjour Hélène. Merci de nous rejoindre.
On entend de plus en plus parler de souveraineté en France, hein, mais qu'en est-il en Europe? Est-ce un sujet que propose la réglementation? Alors, en effet, on sent que le sujet prend de l'ampleur en France. En Europe, on va de plus en plus parler d'autonomie stratégique, mais on manque encore d'une définition commune de ce qu'est la souveraineté. Alors, le cadre réglementaire européen qui se construit autour de la cybersécurité, il vise surtout la sécurité, notamment celle des utilisateurs, et donc l'imposition de conditions à respecter pour entrer sur le marché européen. L'Europe crée donc un cadre, on parle souvent d'Europe normative, qui permet l'harmonisation du marché intérieur. Alors, à 27, ça peut être long à mettre en place. Il faut trouver des consensus entre des pays dont parfois les intérêts divergent, qui ont des systèmes politiques différents aussi, et puis même des visions parfois différentes de ce que doit faire l'Union européenne et de son rôle. Très clair. Et donc oui, comme tu le dis, à 27 pays, ce cadre réglementaire peut être assez compliqué à mettre en place. Alors, est-ce que cela fonctionne vraiment finalement? Malgré tout, ça fonctionne, effectivement. On voit que beaucoup de mécanismes se mettent en place. Donc, on va parler par exemple de la NIS, du CRA, de la certification européenne, de l'IA Act. Ce sont des exemples, j'y reviendrai après. Mais pour résumer, si je résume un peu grossièrement, voilà la volonté, la mentalité européenne, on est plus dans la protection du citoyen. Donc, si on devait comparer notre approche avec celle de pays dans le monde, je dirais qu'on est dans une approche plutôt coopérative et ouverte. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire seul, par nous-mêmes, à tout prix en tout cas, mais on impose nos règles de jeu à d'autres acteurs pour nous protéger. Et ça nous permet aussi de tendre vers une indépendance technologique et politique. D'accord, ouais, très clair. Et du coup, concrètement, comment s'opère la mise en place de ce cadre-là? Comment arrivons-nous à une nouvelle réglementation? Alors, il peut y avoir plusieurs manières d'arriver à une nouvelle réglementation, mais typiquement, et si je simplifie un peu le processus, il y a une idée émerge. Souvent, ça vient de la Commission européenne. Ça peut aussi venir du Parlement, qui représente les citoyens, ou bien du Conseil européen, qui représente donc plutôt les chefs d'État, ou même directement via une initiative citoyenne qui aurait recueilli suffisamment de signatures. Donc c'est la Commission européenne ensuite qui va écrire un draft de loi qu'elle va soumettre au Parlement et au Conseil. Et si tout le monde est d'accord, ça devient une loi modulo, généralement pas mal d'ajustements quand même. D'accord. Et du coup, quels sont les principaux types de réglementation? Alors effectivement, il y en a plusieurs. À ce stade, il y en a deux qui peuvent être utiles de connaître, de comprendre. Ça va être par exemple la différence entre un règlement et une directive. Donc si on prend le CRA, c'est le Cyber Resilience Act. Donc lui, il a été adopté en 2024 et c'est un règlement donc, qui impose des standards de sécurité pour les produits qui comportent des éléments numériques et qui sont vendus au sein de l'Union européenne. Ce règlement, il est contraignant et il va s'appliquer de la même manière dans toute l'Union européenne pour les fabricants qui veulent venir vendre sur le marché. Si on prend par exemple la NIS, la Network and Information Systems, elle a été adoptée en 2022 et là c'est une directive. Elle vise notamment à établir un cadre juridique unifié pour soutenir la cybersécurité dans 18 secteurs qui sont critiques ou essentiels au sein de l'Union. Alors la directive, elle, c'est différent. Elle va fixer un objectif à atteindre pour les différents États membres, mais les États, ils décident de la manière dont ils veulent atteindre les objectifs fixés. Donc c'est pour ça que souvent on va entendre parler de transposition nationale, parce que c'est simplement on intègre la directive dans le droit national. Très clair. Donc nous sommes maintenant plus au clair sur le cadre réglementaire, mais du coup moi je m'interroge, il existe des aides en Europe pour favoriser la mise en place de ce cadre réglementaire? Oui, effectivement, parce qu'on ressent vraiment au sein de l'Union européenne un désir de renforcer le niveau de cybersécurité globale dans tous les États membres. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est un sujet à part entière, mais j'aimerais souligner qu'il existe des solutions, des initiatives de financement en Europe. Par exemple, on a le programme Europe numérique. Ça soutient, entre autres, l'implémentation de la réglementation via notamment l'attribution de fonds à des projets qui peuvent être portés par des fournisseurs, des utilisateurs, des académiques et aussi des organismes étatiques de plusieurs pays. D'accord. Donc ça, c'est super important parce que ça nous oblige à réfléchir aussi en tant que membres de la même maison. En fait, ça renforce la coopération,
ça nous permet aussi de peser à l'échelle mondiale et c'est essentiel dans les domaines donc de la cybersécurité, mais aussi plus globalement du numérique. Certainement. Et du coup, il existe d'autres initiatives? Oui, alors il peut être intéressant de pointer le CSA, le Cyber Security Act. Donc là, c'est un règlement qui permet notamment de définir un cadre de certification commun à l'échelle européenne, donc c'est-à-dire de mettre en place des méthodes d'évaluation et des certificats harmonisés qui permettent donc une reconnaissance mutuelle au sein de tout client. Nous, en tant qu'éditeur de confiance, StormShield, donc on fait depuis des années maintenant certifier et qualifier nos produits. Alors, avec l'adoption du premier schéma EUCC, c'est le schéma européen basé sur les critères communs, nous allons maintenant pouvoir obtenir des certificats qui seront reconnus dans toute l'Europe jusqu'au plus haut niveau. Et ça, c'est une super nouvelle pour les utilisateurs, parce que ça renforce vraiment la visibilité des évaluations qui sont menées. Et puis pour terminer, parce que je l'ai abordé aussi, et puis je sais que Pierre-Yves en a parlé également tout à l'heure, en France, on a la qualification. Donc ça permet, en plus de la vérification de la robustesse via l'évaluation technique dans le cadre de la certification, d'évaluer aussi le niveau de confiance que l'on peut placer dans le fournisseur. Il y a un suivi qui est assuré par l'ANSSI tout au long de la validité de la qualification pour s'assurer que les critères sont respectés. C'est un vrai gage de confiance de la part de l'État. Très certainement. Merci beaucoup, Marine, pour ces éclaircissements. Comme le sujet est assez ardu et en constante évolution, je suis sûre que tu vas vous faire des pistes de réflexion et peut-être même des axes qui aideront notre auditoire. Et je suis sûre que nous aurons d'autres questions prochainement sur donc, le sujet de réglementation. Bonjour Sébastien, merci de nous rejoindre. Et bonjour Hélène, ravi d'être avec vous. Concernant la certification et la qualification de StormShield, donc délivrée par l'ANSSI, peux-tu nous en dire plus sur ce partenariat que nous avons avec les agences gouvernementales et qu'est-ce que cela garantit pour les entreprises clientes de StormShield? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il vaut mieux parler de proximité plutôt que de partenariat parce qu'on n'est pas vraiment partenaire avec une agence gouvernementale. Par contre, c'est vrai que depuis toutes ces années où on travaille avec eux pour les certifications, qualifications de nos produits, on a une certaine proximité, une confiance qui permet, alors qui a plusieurs avantages. D'abord, dans la définition de nouveaux standards. Alors, on l'a vu avec IPsec-DR il y a quelques années, l'ANSSI a souhaité durcir le protocole IPsec avec ce qu'ils ont appelé la norme DR, quelques variables techniques modifiées, une configuration spécifique. Donc, ils nous ont demandé de faire des modifications techniques qu'on a réalisées et avec nos feedbacks et les retours de nos clients, on a pu améliorer le modèle. Donc, c'est vraiment une relation d'échange, évidemment, dirigée par l'ANSSI. Le deuxième point, c'est sur le post-quantique, par exemple, la cryptographie post-quantique. On va pouvoir suggérer des choses, on va pouvoir, nous, industriels, proposer des protocoles, proposer des implémentations et se les faire valider par l'ANSSI. C'est ce qu'on est en train de faire là, pour la version 5, qu'on souhaite faire qualifier avec des protocoles post-quantiques. Donc cette proximité a permis un échange et a permis une relation de confiance. Toujours dans cette même relation de confiance, on va aussi s'en servir pour prévenir l'ANSSI quand si on a un incident critique, si on a une vulnérabilité critique, on est en relation avec l'ANSSI qui va nous aider à avertir les clients qui utilisent nos solutions, qui va nous aider à trouver des solutions de contournement. Donc, cette relation permet aussi une meilleure sécurité pour nos clients. Et puis, dernier point, on va aussi, via l'ANSSI, accompagner nos clients sensibles, donc nous les aider, si nécessaire, lors d'incidents avec nos produits, améliorer nos produits pour mieux protéger nos clients. C'est tout ça, cette relation de proximité qu'on a avec l'agence de l'ANSSI. Et également, alors j'insiste, avec des agences européennes comme l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne, on a également des relations du même type avec eux. Très clair. Donc, on comprend bien que StormShield tient à s'assurer de monter des partenariats de confiance, notamment avec des acteurs français ou en tout cas des acteurs européens. Mais concrètement, quelles sont les actions ou les solutions que vous mettez en place pour garantir cette souveraineté dans vos produits? L'essentiel pour garantir notre souveraineté, il faut maîtriser son code. Là où, si on veut être certain qu'on ne propose pas des backdoors, qu'on n'a pas des vulnérabilités ou de la supply chain qui va venir corrompre nos solutions, on doit maîtriser le code. Donc, c'est pour ça qu'on a un firmware qui est développé 100% en France, avec des outils d'analyse de code, des outils de revue de code. Évidemment, on utilise des bibliothèques tiers. Donc, nous, on fait des analyses de risque sur chaque bibliothèque qu'on ajoute.
on fait un audit de la bibliothèque qu'on ajoute et on fait un suivi spécifique. On applique au sens strict le développement Security by Design, également aussi dans nos équipes de R&D, où on va former les développeurs spécifiquement, on va avoir des bastions pour faire nos développements spécifiques. Le firmware, il ne sort jamais de ce bastion, et il n'est pas possible de faire des modifs si on n'est pas dans le bastion. On va avoir des pentests réalisés en interne par nos équipes de pentest internes sur toutes les versions qui sortent, sur les nouvelles fonctionnalités. On va avoir du bug bounty pour essayer de trouver aussi via la communauté des vulnérabilités cachées. Et pour finir, on a les audits par les autorités qui viennent en rajouter une couche. Donc on essaye d'avoir cette notion de plusieurs couches de sécurité, que ce soit dans l'organisation, que ce soit administrativement, que ce soit des mesures techniques dans le dev, des mesures techniques dans la production, des mesures techniques par l'audit. On essaie d'avoir une couverture la plus grande possible pour minimiser les risques sur nos produits. Très bien. Et donc, vous utilisez nécessairement des solutions ou des hébergeurs tiers. Du coup, comment faites-vous pour conserver la souveraineté dans la supply chain? Encore une fois, la souveraineté, ça veut dire qu'on maîtrise et qu'on est en capacité de changer si nécessaire, qu'on n'est pas dépendant. Ce qu'on essaie de faire pour ne pas être dépendant de lois d'extraterritorialité ou d'entreprises qui nous tiendraient ou desquelles on dépendrait pour fonctionner et faire fonctionner nos clients, on travaille sur cette supply chain. On va utiliser par exemple des hébergeurs français pour toutes nos solutions SaaS. On a du sandboxing en SaaS, on a des solutions de backup, on a plusieurs choses en SaaS, bientôt de l'admin. Pour ça, on fait appel à des hébergeurs français comme OVH ou Scaleway. On a aussi, vous le savez, des partenaires embarqués dans nos produits, que ce soit pour l'antivirus, l'anti-spam, que ce soit pour SLS, notre solution de collecte de logs, ou le filtrage d'URL. Et donc pour ça, on essaye, et on y arrive, de prendre uniquement des solutions européennes. Donc on va avoir du Bitdefender, on va avoir Sequoia pour la threat intel, on va avoir Logpoint pour SLS. Et ça nous permet, encore une fois, de maximiser nos chances, de maximiser la maîtrise. On n'a jamais 100%, faut bien en être conscient. Et autre point, qu'apporte un acteur local sur le marché? Quelle est la valeur ajoutée par rapport à un géant américain? Oui, alors ce point, c'est vrai que les géants américains, ils ont l'avantage fonctionnel sur nous, ils ont l'avantage de la force de frappe, de l'investissement. Ils sont toujours au moins un cran devant en termes de fonctionnalité, en termes d'innovation. Donc, nous, on va pouvoir jouer, alors, on l'a dit, sur cette notion de confiance, mais aussi sur la notion de proximité. Être local, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre support, il est en France. Notre support, il parle français. Il parle aussi anglais pour tout ce qui est support en Europe, évidemment. Mais du coup, on a aussi cette capacité à être proche de nos clients. C'est-à-dire qu'un client qui appelle pour un problème, on va avoir cette proximité, cette volonté de l'aider parce qu'on sait qu'on est très dépendant d'eux et on sait que de ces clients dépend aussi notre image. Donc, on a une attention toute particulière pour ça. Je tire d'ailleurs un chapeau au support qui fait un travail remarquable. Et c'est plébiscité par nos clients. Quand je discute avec un client, il dit « Ouais, moi j'adore le support Stormshield. Quand on a un problème, il creuse avec nous, il nous aide à mieux configurer le produit. » Voilà, ils ne sont pas ouvrez un ticket et puis on verra plus tard avec un Follow the Sun ou c'est quelqu'un d'autre qui répond plus tard. Non, c'est vraiment de la relation sur mesure. Et pareil, nous, dans le développement, on va pouvoir orienter un peu nos développements pour maximiser la satisfaction client, essayer de trouver des solutions techniques lorsqu'il y a des problématiques un peu spécifiques. Donc, c'est cette proximité, je pense, qui fait notre force aujourd'hui sur le marché. Très clair. Merci beaucoup, Sébastien, pour ces informations détaillées. Et bien, avec plaisir. Donc, Stormshield accompagne les entreprises vers une démarche de souveraineté dans la sécurité de leurs infrastructures et de leurs données. Nous l'avons vu, la souveraineté est un effort constant pour permettre aux entreprises de se conformer à des standards et ainsi contribuer à se prémunir des menaces. Face aux nombreuses actions à mener, ce vaste sujet de la souveraineté aide autant qu'il peut rebuter les entreprises, il est vrai, mais le plus important est de savoir que des solutions existent. Des solutions faciles à mettre en œuvre, qui offrent une protection complète sans altérer la productivité de vos employés, mais aussi des solutions en termes d'indépendance stratégique. Vous pouvez rapidement vous conformer, répondre aux premières étapes élémentaires et essentielles en choisissant un acteur européen de la cybersécurité. Voilà,
nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci à tous pour votre attention. Nous espérons que cette émission vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos interrogations sur les enjeux d'indépendance stratégique dans la cybersécurité. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les poser à notre expert dans le chat. Il se rend disponible pour vous répondre. Aussi, n'hésitez pas à nous dire si le sujet vous a intéressé, si vous souhaitez que nous développions d'autres aspects. Bref, nous vous écoutons, donnez votre avis. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence et j'espère vous compter encore plus nombreux pour la prochaine émission. À très bientôt.